Aujourd'hui, nous n'avons plus de voix sur la scène internationale. On a l'Ukraine qui est en On train de va y s'accélérer venir. et de se dégrader. On a Gaza qui est sans doute le plus grand scandale historique je n'ose pas même trouver de référence et dont plus personne ne parle dans ce On pays. C'est le silence, la chape de plomb. Les médias n'en parlent plus. Je suis obligé de googler pour trouver une brève qui me donne des nouvelles du nombre de morts qui se passent à Gaza. C'est un véritable scandale sur le plan de la démocratie. Et tout cela au nom de quoi? Au nom de la guerre. Ah, c'est la guerre, c'est comme ça. Je veux bien, mais c'est pas une guerre tout à fait comme les autres à Gaza, puisque ce sont des populations civiles qui meurent. Donc on est en absurdie. Et la France s'efface. C'est la France qui est en train de payer l'addition. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter. on va Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo portera sur la situation internationale. Là, nous sommes le 10 septembre et on peut dire que cette situation internationale est grave. Il faut en effet noter que, disons en gros, le conflit global de haute intensité, c'est ainsi que s'exprime l'OTAN, c'est-à-dire celui qui va opposer ou qui peut opposer le bloc euro-atlantique, États-Unis, Europe, Japon, Corée du Sud, euh, à ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, eh bien ce conflit ne cesse de s'envenimer, de s'aggraver, de toutes les façons possibles et imaginables. D'abord, il y a bien entendu le conflit en Ukraine, le conflit autour du Donbass. Et il y a aussi Gaza, avec Netanyahou à la tête de l'État israélien qui cherche la bagarre, je dirais littéralement avec tous ses voisins, spécialement la Syrie, l'Iran, le Liban. Il y a aussi le conflit autour de Taïwan, il y a le conflit autour de la péninsule coréenne. Et si on joint en quelque sorte, par une sorte de trait de moins en moins imaginaire et de plus en plus réel, eh bien, je dirais, tous ces théâtres d'affrontements déjà en cours, violemment, pour ce qui est de l'Ukraine ou Gaza, mais qui sont, disons, de basse intensité, mais qui existent déjà dans le détroit de Taïwan où des bateaux américains croisent, donc fort loin de chez eux, dans une zone que la Chine considère comme étant la sienne. Si l'on regarde aussi ce qui se passe en Corée, hein, où en gros la Corée du Nord est de plus en plus menacée tout simplement d'invasion par l'armée américaine qui fait des manœuvres communes avec le Japon. Si on regarde aussi, je dirais, les pseudopodes ou les tentacules de ce grand front mondial qui se projette sur Cuba, où l'impérialisme américain essaie tout simplement d'affamer la population cubaine en aggravant le blocus de toutes les façons possibles et imaginables. Et si Trump est élu, ça sera sans doute encore pire de ce point de vue. C'est la même chose au Venezuela et dans les autres pays de l'ALBA, où là encore, l'oncle Sam essaie de récupérer son hégémonie bien compromise en Amérique latine. C'est la même chose sous d'autres formes en Afrique. Là, c'est plutôt l'impérialisme français qui est à la manœuvre pour tenter de récupérer des positions qu'il a perdues au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, par exemple. Eh bien, on s'aperçoit que bon, la situation est celle d'une mondialisation de la guerre. Et cela à une époque où les principales puissances sont dotées d'armes nucléaires qui sont souvent 1000 fois plus dangereuses que ne l'était la bombe d'Hiroshima. Et on voit donc bien que l'enjeu est colossal, puisque c'est tout bonnement, au fond, la survie de l'humanité. On peut s'imaginer que si l'humanité n'est pas détruite par un conflit de ce genre, il y aurait tout de même des centaines de millions, si ce n'est des milliards de morts. Donc nous sommes menacés d'une sorte de Gaza mondial. Et il est en quelque sorte surnaturel, je dirais presque, que les gens ne s'en rendent pas compte et que les forces politiques ne parlent pas de tout cela. Quand on voit par exemple que
propos de la nomination de Barnier pour notre pays, eh bien, toutes les discussions portent sur les questions sociales, sur la réforme des retraites, bon, sur des choses de ce genre, qui sont certes très importantes, je suis le premier à les considérer comme très importantes, mais que la question de la guerre et de la paix n'est absolument pas mentionnée, eh bien, il y a là quelque chose de franchement effrayant. On a l'impression de véritables somnambules, quoi, qui se dirigent vers un conflit mondial sans se douter le moins du monde qu'il est à nos portes. Alors, d'où procède ce conflit mondial? Eh bien, il vient d'abord structurellement de la crise du capitalisme. Le système capitaliste est à bout de souffle. Il faut s'en apercevoir. Il est à bout de souffle depuis fort longtemps. Et malgré tout son bling-bling, tout son clinquant, le fait que, bon, il invente sans cesse des technologies nouvelles qui font illusion quelque temps, il n'empêche que structurellement, son problème majeur n'est pas réglé. Son problème majeur, c'est que les capitaux ne parviennent plus à se valoriser suffisamment, que la baisse du taux de profit moyen prévu par Marx se confirme, même si des gens font des profits colossaux à la marge, même si les transnationales se débrouillent pour que les profits qui se font retombent sur elles, si elles captent la plus-value, en quelque sorte. Il n'empêche que globalement, à l'échelle de tout le système, eh bien, le taux de profit moyen a tendance à baisser. Et donc, les capitalistes cherchent désespérément des moyens pour compenser ce genre de choses. L'un des moyens classiques pour compenser ce genre de choses, c'est la course aux armements. C'est donc le fait que les États, et donc les finances publiques, l'argent public, aient détourné des besoins de la population, de la satisfaction de ses besoins, pour aller vers l'achat massif d'armements. Et alors là, c'est une véritable explosion à l'échelle mondiale que, dans la dernière période, et on n'a encore rien vu, les crédits du surarmement. Une deuxième raison, c'est que le capitalisme mondial est dirigé de façon non égalitaire par les capitalistes les plus puissants. Si le capitalisme était un système partageux, il ne serait pas le capitalisme. Évidemment, il est dirigé par le plus fort. Et le plus fort, pour l'instant, ce sont les États-Unis, qui possèdent 80% des armes mondiales, qui disposent de la monnaie de réserve mondiale, le dollar, et qui, de ce fait, sont capables effectivement de vivre à crédit d'une façon absolument scandaleuse. On nous fait le coup de l'endettement français, mais il n'est rien. C'est une goutte d'eau dans la mer en comparaison de l'endettement américain. Seulement quand vous avez la plus grande armée du monde et la monnaie de réserve mondiale, eh bien vous pouvez vous endetter sans limite. Et personne ne viendra jamais vous demander de régler vos dettes. Bon, alors, ça ne marche qu'un certain temps quand même, hein. Et c'est comme cela qu'effectivement, on voit monter ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire toute une série de pays, de grands pays, hein, qui, disons en gros, comportent pratiquement la moitié de la population mondiale. Et ces grands pays, donc comme la Chine ou l'Inde, pour ne prendre que ces deux-là, ne supportent plus cette hégémonie des États-Unis sur la planète, et notamment ne supportent plus la toute-puissance du dollar. On marche vers la dédollarisation du monde, ce qui est une bonne nouvelle et non pas une mauvaise nouvelle. Par ailleurs, effectivement, du point de vue militaire, eh bien, les États-Unis, certes, sont très puissants, mais la Russie, comme on le voit, est un client sérieux, d'autant plus qu'elle dispose maintenant de missiles hypersoniques inarrêtables, qui peuvent frapper une cible, et s'ils sont porteurs d'une charge nucléaire, évidemment, ça peut être terrifiant. Voilà donc des données géopolitiques, en quelque sorte. Là-dedans, eh bien, il y a aussi, et c'est bien triste, un abandon total par la France de ses positions traditionnelles, héritées du gaullisme, à l'époque où De Gaulle redonnait de la puissance au pays, en surfant, si l'on peut dire, sur la guerre froide, et tout en restant dans le camp occidental, en dialoguant de façon ouverte avec l'Union soviétique, ou en reconnaissant la Chine populaire. C'est la France qui fut la première puissance capitaliste à reconnaître la République populaire de Chine. Tout ça est fini, depuis Sarkozy en particulier, depuis encore plus Hollande, et ne parlons pas de Macron. La France est devenue un caniche, malheureusement, pour l'indignité de notre pays, des États-Unis. Elle n'a plus ce rôle qu'elle pouvait avoir à une certaine époque, que ce soit sur le front des guerres générales, des guerres
tendanciellement mondiale, ou que ce soit sur le front de Gaza, où Macron a grossièrement, en réalité, pris parti pour un camp, même s'il fait un peu semblant de ci, de là, parce qu'il y a une partie de la population française qu'il faut rassurer, en quelque sorte. Mais sinon, effectivement, il est complètement du côté de ce qui se passe avec les forces euro-atlantiques soutenant Israël. C'est tout simple, il n'y a que de voir qui arme Israël, alors qu'on en est à Gaza, d'après les chiffres du Lancet, la principale revue médicale mondiale, à 200 000 morts. C'est-à-dire déjà au moins 30-40 000 personnes qui sont déjà mortes, mais aussi tous ceux qui vont nécessairement mourir par manque de soins, par exemple, puisque les hôpitaux sont détruits. Il n'y a plus de médicaments, et ainsi de suite, à Gaza. Alors, tout cela nécessite évidemment une mobilisation. On pourrait passer beaucoup de temps, mais j'y ai déjà passé du temps dans mes vidéos précédentes, à montrer que le narratif qui nous est proposé concernant l'Ukraine est totalement faux, il inverse les données, et que le fond du problème, c'est bel et bien l'avancée constante de l'OTAN depuis la chute de l'Union soviétique vers les frontières de la Russie. Gorbatchev avait cru pouvoir échanger la paix avec les États-Unis contre l'abandon du socialisme en URSS, contre l'abandon même de l'URSS. Et ne parlons pas d'Helsinki qui était sur la même ligne. Évidemment, c'était un marché de dupes. Les capitalistes ne cessent pas, et les impérialistes ne cessent pas d'être des impérialistes parce qu'ils ont en face d'eux des naïfs ou des traîtres. Ils sont au contraire de plus en plus entreprenants. Et alors qu'il avait été promis à Gorbatchev, effectivement, que l'OTAN ne s'étendrait pas au-delà des frontières de la Nouvelle-Allemagne réunifiée, pour parler comme eux, eh bien, l'OTAN a très vite englobé l'ensemble des anciens pays socialistes, plus 3 républiques qui appartenaient auparavant à l'URSS, celle d'Estonie, de Lituanie et de Lettonie. Donc, à partir de là, eh bien, les Russes se disent, tiens, maintenant, voilà que l'OTAN veut s'emparer de l'Ukraine, que nous allons donc avoir des missiles de l'OTAN à notre frontière, et que la sécurité du pays ne sera absolument plus assurée. D'autant plus qu'on cherche aussi, du côté de l'OTAN, à s'étendre dans le Caucase, en faisant adhérer la Géorgie. Allons-y, hein, et comme ça, eh bien, la Russie sera totalement encerclée, et par conséquent, on pourra la recoloniser, lui imposer un régime vassal, comme c'était le cas de celui de Boris Eltsine, ce dont les Russes ne veulent plus à aucun prix. Mais ça, c'est en gros mon narratif. Après tout, vous pouvez vous dire que, bon, ben voilà, les uns disent ceci, les autres disent cela, on ne sait pas trop ce qu'il y en est. Mais peu importe, on n'en est plus là, je le répète, on n'en est plus là. Quand les blés sont sous la grêle, comme dit l'antienne d'Aragon, fou qui fait le délicat. Et ici, il faut regarder de près que nous sommes aux portes du conflit mondial. Si réellement Macron se sent les mains libres pour continuer la politique qu'il a bien dû interrompre un tout petit peu, ou tout au moins ralentir, à cause de la crise gouvernementale, pour envoyer des troupes françaises au sol en Ukraine, nous devenons co-belligérants, la France devient co-belligérante officielle en Ukraine. Et à partir de là, eh bien, bon, si les troupes françaises qui sont disposées là-bas, qui sont déjà présentes là-bas, sont bombardées par les Russes, nous allons vers l'incident international, nous allons vers l'européanisation du conflit, pour le moins, sous les yeux goguenards des États-Unis qui se disent que comme ça, peut-être effectivement la guerre va se dérouler en Europe, que comme ça s'est déjà passé en 14-18 ou en 39-45, eh bien tout ça se passera loin et qu'ils seront épargnés et qu'ils seront les principaux bénéficiaires de tout cela. Comment ne pas le voir? Comment ne pas le voir? Ce n'est pas des prévisions, c'est ce qui s'est déjà passé 2 fois. Pourquoi pas une 3e fois, sauf que cette fois-ci, il y a les armes atomiques et que les États-Unis ne resteront pas longtemps hors du conflit. Alors, ça nécessite quoi? Ça nécessite une mobilisation beaucoup plus forte pour la paix. Ça nécessite que nous lions les problèmes internes de la France et les problèmes externes, la politique étrangère n'étant jamais que la continuation, sous d'autres formes, de la politique intérieure, c'est-à-dire de la lutte de classe, par d'autres moyens, comme le disait déjà Clausewitz. Pourquoi? Ce n'est pas de la grande théorie de dire cela. Il y a déjà 30 milliards qui sont partis en Ukraine, 30 milliards du budget français depuis le début de la guerre qui sont partis là-bas.
Tout ça, ça manque où? Sinon, au final, dans les hôpitaux, dans les écoles, pour la protection sociale, pour nos retraites, pour la Sécu, et ainsi de suite. Et donc, effectivement, le slogan du PRCF est internationaliste. Quand nous disons de l'argent pour les salaires, pas pour la guerre, eh bien, ce n'est pas seulement un slogan interne, frileux, en quelque sorte, c'est un slogan internationaliste, parce que c'est un slogan pour la paix mondiale. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, si une guerre mondiale se déclenche, c'est la survie de l'humanité tout entière qui est en danger. C'est ce que j'appelle quelquefois dans mes livres l'exterminisme, c'est-à-dire le fait que le capitalisme moderne est au bout du rouleau, qu'il est essoufflé complètement sur le plan historique, et que, par conséquent, il est prêt à toutes les aventures pour se maintenir, y compris mettre en danger la survie de l'humanité. Donc ça nécessite une première mobilisation de classe, de ce côté-là, et je m'adresse donc à toutes les forces de paix ici. Il faut être clair sur ces questions, et il faut militer pour la désescalade en Ukraine, militer pour la baisse des tensions. Mais pas seulement en Ukraine, partout ailleurs. Parce que si Trump est élu, peut-être que sur l'Ukraine, il sera un petit peu moins offensif, et encore que, on verra bien, que son prédécesseur, mais il le sera davantage sur le terrain chinois, puisque pour Trump, le grand ennemi, le grand Satan, c'est la Chine, qui est principalement le Parti communiste chinois. Or, là aussi, nous devons militer pour la baisse des tensions. Quand De Gaulle avait admis effectivement que la République populaire chinoise était la seule représentante de la Chine, il avait du même coup admis qu'il n'y avait pas deux Chines, et qu'il n'y en avait qu'une, que l'île de Formose, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire Taïwan, n'était pas une deuxième Chine. Et quand les États-Unis ont repris contact avec Mao dans les années 70, pour isoler l'Union soviétique, soit dit en passant, eh bien, l'objet du marché, la reconnaissance de la Chine, ne s'était faite que parce que les Américains avaient promis aux Chinois qu'il n'y avait qu'une seule Chine, et que donc Taïwan n'était pas une deuxième Chine. Par conséquent, ce sont les Américains, et non pas les Chinois, qui remettent en cause leurs paroles à l'heure actuelle, et qui déstabilisent la situation mondiale en déclarant qu'en fait, eh bien, Taïwan n'appartient pas à la Chine. Bon, voilà. Il dirait la même chose assez facilement, il l'avait dit auparavant, à propos de Hong Kong, de Macao, bon, et puis ils essayent aussi de créer des problèmes au Tibet, ils essayent aussi de créer des problèmes avec les Ouïghours, et ainsi de suite. Comment s'imaginer que la Chine va se laisser démembrer? C'est une folie. La Russie, pas plus que la Chine, n'accepteront de se laisser démembrer sans guerre. Et une guerre avec la Chine, c'est une guerre mondiale. Une guerre avec la Russie, c'est une guerre mondiale, nécessairement, et avec des États nucléaires, je le redis. Donc, gens de gauche, arrêtez de dormir. Là, je me permets de vous secouer en la matière. Arrêtez de ne pas vouloir voir les choses qui crèvent les yeux. Arrêtez de ne pas voir aussi que c'est comme ça que les choses se déroulent en Corée pendant des années. Le régime nord-coréen, dont on peut penser ce qu'on voudra, proposait une solution, comment dirais-je, pacifique et à la chinoise pour la réunification de la Corée, avec l'idée de, bon voilà, un pays, deux régimes, hein, comme il y a un pays, deux régimes avec Hong Kong, par exemple. Et donc, bon, un dialogue était possible avec la Corée du Sud. Sur ces bases-là, il y avait eu des rapprochements qui s'étaient faits. Tant mieux pour l'avenir de la paix, en Corée, mais dans le monde entier. Et bien là, c'est fini. Là, officiellement, la doctrine militaire états-unienne dans ce point de la planète, c'est le changement de régime en Corée du Nord et la décapitation de la Corée du Nord, c'est-à-dire l'assassinat des dirigeants nord-coréens. Bon, sur des bases pareilles, on ne peut pas aller vers la paix, on ne peut qu'aller vers la guerre, et même vers une guerre, disons, sans limite, vers une guerre sans ligne rouge, c'est-à-dire vers une guerre exterministe. Je rappelle d'ailleurs au départ que la première guerre de Corée a fait au moins 2 millions de morts. Bon. Voir le célèbre tableau de Picasso, Massacres en Corée, par exemple. Et enfin, il y a Gaza. Et c'est là-dessus que j'interviendrai le plus fortement aujourd'hui, en demandant aux personnes qui écoutent cette vidéo d'aller voir sur le site du PRCF, notamment le texte de Léon Landini, ancien résistant FTP-MOI. Léon, qui est aussi président du PRCF, il explique très bien que c'est idiot
que de vouloir d'un côté bon, la paix à Gaza, il faut naturellement le cessez-le-feu et ainsi de suite, et que de notre côté, pour les mêmes gens souvent, pour une partie en tout cas de ceux qui manifestent pour la Palestine, eh bien que de demander toujours plus d'armes en Ukraine. C'est idiot non seulement parce que ça trahit toute conception pacifiste un peu conséquente, mais plus profondément aussi, parce que ce sont les mêmes forces qui massacrent le peuple palestinien et qui poussent à l'encerclement total de la Russie dans le but de changer son régime et surtout, un jour ou l'autre, ensuite de la dépecer, comme ils ont dépecé d'abord le camp socialiste, puis la RDA, puis l'URSS elle-même. Hein. Donc la Russie n'a pas envie de se laisser dépecer. Et ce sont les mêmes forces qui sont à l'offensive dans les deux cas. Il faut le voir. Comment soutenir l'OTAN d'un côté, alors que de l'autre, on dit combattre Israël, alors qu'Israël ne tiendrait pas 15 jours dans sa guerre si les États-Unis, qui sont les maîtres de l'OTAN, ne l'alimentaient pas en permanence avec des armes de pointe. Et donc, voilà, ayons conscience que ce qui risque de nous arriver, notamment, si Netanyahou continue avec sa politique de provocation contre l'Iran, de provocation contre la Syrie, de provocation contre le Liban, de chercher la bagarre partout, en essayant d'entraîner son grand allié américain, qui pour l'instant hésite encore un peu parce que c'est la campagne électorale, mais après ça sera tout à fait autre chose, eh bien, on aura ce conflit mondial. Voilà. Alors moi, je veux bien qu'on me dise, oui, mais l'Ukraine a le droit de se défendre, ou des choses comme ça. Mais je pose la question, est-ce que ceux qui disent des choses pareilles, eux, assument clairement, en face d'un miroir, par exemple, en se regardant dans la glace, que tout cela peut déboucher sur un conflit mondial avec des milliards de morts, parmi lesquels, eh bien, vos enfants, vos fils, vos filles, vos sœurs, vos frères, vos parents, vos amis, et ainsi de suite. Parce que dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Hein, il faut avoir l'esprit de conséquence. Et donc, bon, voilà, dans le temps, certains, comme le père Glucksmann, qui est mort maintenant, André Glucksmann, adhéraient au slogan occidental plutôt mort que rouge. Il le disait d'une façon un peu plus raffinée et philosophique, mais ça revenait à ça. Mais bon, la grande masse des gens ne comprenaient pas qu'ils voulaient aller jusque-là. Eh bien, c'est aujourd'hui, objectivement, vers tout cela qu'on va. Alors, à partir de là, eh bien, il faut que les gens qui se battent avec justice et avec esprit de justice pour que ça cesse à Gaza, pour que ce massacre odieux cesse, comprennent que c'est le même problème qui se pose un petit peu partout. Et que la jeunesse mondiale qui se rebelle à juste titre pour sauver les Gazaouis de ce massacre, de ce génocide en cours, eh bien, comprennent qu'il y en a un deuxième, encore beaucoup plus grave, un Gaza mondial, en quelque sorte, qui nous menace. Et que donc, il faut arrêter la main des extrémistes, arrêter la main des impérialistes, sur tous les fronts, que ce soit celui qui va de la Baltique à l'Ukraine, que ce soit celui qui s'allume dans le Caucase, euh, en ce moment aussi, celui qui s'allume aussi dans le golfe Persique, de la mer Rouge à l'Iran. J'ai parlé tout à l'heure de l'Indo-Pacifique, en quelque sorte, et de la péninsule coréenne, ou celui qui, de façon à bas bruit, en quelque sorte, de façon plus souterraine, vise à affamer le peuple cubain ou le peuple vénézuélien, eh bien, c'est un seul et même combat. Je finis juste sur une chose. Le combat pour la paix, c'est un combat immédiat, mais il y a un combat de fond plus important encore à terme, à long terme, puisque nous avons vu tout à l'heure que c'était la crise du capitalisme qui était en cause et que c'était elle qui allumait la guerre mondiale. Et que, bon, en gros, comme le disait Jaurès, le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Mais il faut aussi combattre le capitalisme, et il faut le combattre non seulement en France, ce que nous faisons, mais aussi à l'échelle mondiale. Et cela signifie quoi sinon premièrement, prendre appui sur le prolétariat mondial, sur la classe ouvrière mondiale, pas seulement sur les BRICS, sur la classe ouvrière mondiale et le prolétariat mondial qui se réveille un peu partout, qui mène de superbes grèves. Il y a eu des grèves énormes en Inde à l'initiative des communistes indiens. Il y a eu des grèves très importantes en Angleterre, alors que la grève est quasiment criminalisée dans ce pays, soi-disant libre. Il y a eu des grèves très importantes aux États-Unis. Les ouvriers de Stellantis ont obtenu de remarquables augmentations de salaire. Il y a eu très récemment une grève à Samsung, la première de son histoire en Corée du Sud. Au Québec, on a eu des avancées significatives dans le domaine des services publics. Bref,
le monde du travail, les travailleurs salariés, hein, d'une façon générale, reprennent le chemin de l'offensive. Cela veut dire qu'il y a les bases pour reconstituer un grand mouvement communiste international. Et même, au PRCF, nous allons jusque-là, une internationale communiste et ouvrière, une nouvelle internationale communiste et ouvrière. C'est quand même pas normal que les communistes qui, avec Marx, ont inventé le slogan « prolétaires de tous les pays, unissez-vous », soit la seule force qui ne soit pas organisée à l'échelle mondiale depuis 1943, dissolution de l'internationale communiste dans des conditions très particulières qui aujourd'hui n'existent plus et qui permettraient au contraire la renaissance de ce mouvement communiste international qui est absolument nécessaire. Les forces existent à terme. Il faut passer le cap, c'est-à-dire interdire la guerre mondiale. Si nous passons ce cap, si nous empêchons les impérialistes, disons, d'aller jusque-là, eh bien, il sera possible ensuite, parce que ce système est à bout de souffle, si nous nous réorganisons, si une forme de renaissance communiste existe aussi à l'échelle internationale, eh bien, de repasser à l'offensive. Et alors là, je ne donne pas cher du capitalisme. Et ce sera le grand moment de la renaissance communiste et celui de ce que, au PRCF, nous appelons un socialisme-communisme de nouvelle génération. Il est urgent, et son enjeu n'est plus seulement la justice sociale, son enjeu, c'est tout simplement la survie de l'humanité. Je vous remercie de votre écoute.